Au sens philosophique du terme, le temps prend son sens seulement quand on y associe un écoulement. En ce qui nous concerne, le temps semble unidirectionnel. Tu nais, tu vis, tu meurs, toujours dans cet ordre-là. On associe donc au temps une direction, la flèche du temps. Dans nos vies, le temps semble des fois s'écouler plus lentement, d'autres fois plus rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que la définition de la seconde est la même pour tout le monde. Intéressons-nous donc à la façon dont on mesure le temps. Historiquement, les premières horloges mécaniques ajustaient le temps en fonction de la période d'oscillation d'un pendule. Puis, on a su moderniser nos techniques en utilisant les vibrations dans un cristal de quartz pour ajuster nos montres. Et lorsqu'on veut être extrêmement précis, on utilise les vibrations d'un seul atome dans les horloges atomiques. Ce qui est drôle avec ces processus-là, sur lesquels on base notre définition même du temps, c'est qu'ils sont complètement indépendants de la direction dans laquelle le temps s'écoule. En fait, ça va même plus loin que ça. Toutes les équations fondamentales de la physique, que ce soit les équations de Newton, de Schrödinger, la relativité d'Einstein, la gravitation, ils disent absolument rien sur une direction du temps. En fait, on dit qu'elles sont invariantes sur renversement du temps. On ira même jusqu'à dire que dans le monde microscopique, il n'y a pas de flèche du temps définie. En fait, si on regarde un mouvement de particules à l'échelle atomique, il est impossible de savoir dans quelle direction s'écoule le temps. C'est donc pas dans les équations fondamentales de la physique qu'on va répondre à la question dans quel sens le temps s'écoule. Mais pourtant, en tant qu'humain, dans la vie de tous les jours, on est capable d'identifier une direction dans laquelle le temps s'écoule. Si on regarde certains processus physiques autour de nous, on remarque que certains d'entre eux sont irréversibles. Prenons l'exemple d'un bécher d'eau, par exemple. On ne verra pas un glacement se former spontanément en augmentant la température de l'eau. Ou encore de l'azote gazeux se condenser dans un bécher pour former de l'azote liquide. De même qu'un tas de cendres reformer une bûche en absorbant de l'énergie de l'atmosphère. Ces processus physiques, bien qu'absurdes lorsque joués à l'envers, conservent l'énergie du système et ne violent aucune loi fondamentale de la physique. Même s'ils conservent l'énergie, ces processus-là sont clairement irréversibles. Mais pourquoi? De nos jours, on associe à l'origine de la flèche du temps la deuxième loi de la thermodynamique. Cette loi stipule qu'une quantité physique, appelée entropie, doit forcément augmenter ou rester constante au fil du temps. Ah, mais c'est quoi l'entropie? L'entropie, c'est super simple. Écrivons-la. On a S, qui est égal à une constante, fois le logarithme naturel du nombre de configurations d'un système. Ça peut paraître compliqué, mais en fait ce que ça veut dire, c'est que plus le nombre de configurations d'un système augmente, plus l'entropie augmente. Prenons l'exemple d'un jeu de cartes ordonné. Ce système a une seule configuration possible, l'entropie est donc minimale. Si maintenant on change une carte de place, on a le choix entre 52 cartes que l'on peut placer dans 51 positions, ce qui nous donne 2652 façons d'avoir un jeu de cartes ayant une carte déplacée. L'entropie du système a donc augmenté. Ainsi, plus on déplace de cartes, plus il y a de configurations de système possibles, donc l'entropie augmente. De par ce processus, on constate que le jeu de cartes devient de plus en plus désordonné. C'est pourquoi on associe souvent à l'entropie le niveau de désordre d'un système. Un système atteint l'équilibre lorsque son entropie est maximale. Pour le jeu de cartes, ce serait lorsqu'il est complètement mélangé. De cette façon, il n'y aurait aucune différence lorsqu'on déplace une carte. Dans le cas d'un glaçon dans l'eau, au départ, on a un système qui est de basse entropie. On distingue deux phases de la matière, la phase solide et la phase liquide. Puis, lorsqu'on laisse évoluer le système dans le temps, l'entropie va augmenter jusqu'à atteindre l'équilibre thermique, là où la température du système sera uniforme et où l'entropie sera maximale. On sait maintenant que l'entropie a tendance à augmenter dans le temps. La flèche du temps pointerait donc vers un futur où l'entropie serait plus grande qu'aujourd'hui. Si l'entropie augmente constamment, elle devait donc être particulièrement faible au commencement de l'univers. En effet, au Big Bang, pour des raisons qui nous échappent encore, l'univers était dans un état de très basse entropie. On peut voir l'univers dans ses tout débuts comme le jeu de cartes bien ordonné. Au fil du temps, les cartes se déplacent et l'entropie de l'univers augmente. Mais la question se pose, à quoi va ressembler l'univers lorsque le jeu de cartes va être mélangé? En près de 14 milliards d'années, l'univers a passé d'un état très dense et très chaud à ce qu'on connaît aujourd'hui, un univers assez éparpillé, rempli de galaxies, d'étoiles et relativement froid. Malheureusement, ce qui nous attend est assez sinistre. Lorsque l'univers aura 10 à la 100 années, ça c'est 1 avec 100 zéros, toute la matière dans l'univers sera concentrée dans des trous noirs. Une fois atteint l'âge de 10 à la 1200 années, 1 avec 1200 zéros, les trous noirs se seront évaporés et il va rester rien. Ce n'est qu'à ce moment que l'entropie de l'univers sera maximale et constante. Dans le vide où rien ne peut exister, la flèche du temps perd son sens. Parce que peu importe la direction dans laquelle le temps s'écoule, l'entropie demeurera constante et la deuxième loi de la thermodynamique sera respectée. On sait donc maintenant que la flèche du temps serait due à l'augmentation de l'entropie de l'univers. Mais certaines questions demeurent. Par exemple, si l'univers tend à se désordonner, qu'est-ce qui explique l'apparition de structures complexes comme des galaxies ou même la vie? Premièrement, il
faut comprendre que l'apparition de la vie ne va pas à l'encontre de la deuxième loi thermodynamique. C'est vrai, toute forme de vie vient avec ses déchets thermiques et chimiques, par exemple, qui contribuent à l'augmentation de l'entropie de l'univers. Pour comprendre l'apparition de structures complexes, on peut s'intéresser à la période transitoire entre un état de basse entropie et l'état de haute entropie d'un système. C'est souvent dans ces périodes-là qu'on voit apparaître des structures complexes. Par exemple, des gouttes d'encre dans l'eau, en se diffusant, vont former des structures complexes avant d'être complètement diluées. Ou encore, quand on commence à déplacer les cartes d'un jeu de camp, on remarque que certaines séquences ordonnées demeurent. À la lumière de ces propos, on se rend compte que la vie et autres structures complexes de l'univers seraient dues au fait que l'univers est dans un état de transition entre le Big Bang et le néant. Donc j'espère que la prochaine fois que vous mélangez un jeu de camp ou que vous mettrez un glaçon dans l'eau, vous prendrez le temps de constater que vous définissez en quelque sorte la flèche du temps.